Donc on va, pour ceux qui n'étaient pas là à la première table ronde, on va reprendre la suite, puisque finalement ce premier sujet qui a été évoqué, qui est la question d'inventorier une œuvre, un fonds, un atelier, bah évidemment elle va être inhérente à tout ce dont on va parler nous, c'est-à-dire comment après on le transmet, et comment on le transmet aussi juridiquement. Donc on va repartir d'un petit peu de diagnostic et on va regarder ensemble comment on peut assurer la transmission de cette œuvre dans ses dimensions à la fois morales, à la fois économiques, à la fois juridiques. Pour ça, on a des intervenants qui sont à la fois des gens qui ont expérimenté le fait de s'occuper d'un fonds et des personnes plus professionnellement impliquées dans ces domaines. C'est un sujet qui est vaste et qui est complexe. On l'a déjà vu sur le fait d'inventorier, que c'était compliqué, qu'il fallait anticiper au maximum, que ça prenait du temps, que ça coûtait de l'argent. Et on va voir que tout ça se répercute aussi dans la Suisse. On va essayer de vous donner des pistes, de discuter pendant 1 heure et qu'on puisse avoir une demi-heure d'échange, que j'imagine qu'il y aura plein de questions. Parce qu'évidemment, je le redis, mais chaque cas est un cas particulier. Et chaque cas, évidemment, on ne va pas utiliser les mêmes moyens, donc on vous laissera un maximum la parole. On va faire un premier tour de table pour vous présenter nos invités. Nadia Blumfeld-Charby, qui est là, qui est la petite fille d'Erwin Blumfeld, donc qui est concernée à la fois, non pas comme ayant droite, mais comme en s'occupant de la succession de son grand-père, mais aussi celle de sa maman, dans un autre cas de figure. Et peut-être je vous laisse dire 2 mots sur comment ça s'organise et ce que vous faites exactement. Bonsoir, bonjour. Ce qui se passe, c'est que mon grand-père, donc Erwin Blumenfeld, qui est photographe, est décédé en 1969. Et à ce moment-là, la valeur du patrimoine photographique était quasi nulle, je dirais, puisque ce n'étaient pas des œuvres destinées ni à la vente, ni à l'exposition à ce moment-là. Et du coup, il s'est passé un phénomène que je pense est regrettable, et c'est vraiment la règle à ne pas suivre, c'est qu'il y a eu, par disposition testamentaire, il a laissé les droits de disposer de son œuvre, et en plus il a fait codicile à son testament en allemand, donc la traduction n'était pas si simple, ça s'est passé aux États-Unis, à son assistante. Elle s'est retrouvée, très jeune femme, avec toute cette œuvre qui était dans le studio. Elle a acheté le studio à ma grand-mère, et ensuite, donc la veuve du photographe, et ensuite, au bout de quelques années, elle a souhaité refaire sa vie, et donc elle a fait des lots qu'elle a distribués aux enfants, et elle en a gardé un pour elle. Et donc, il y a eu une dispersion. Et c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire, c'est disperser. Et aujourd'hui encore, le fonds Blumenfeld, donc les tirages vintage, les diapositives, les négatifs, et ainsi de suite, planches contact, archives, sont relativement dispersés entre les enfants, et puis les enfants devenant très âgés. Il n'en reste plus qu'un, c'est mon père, qui va avoir 100 ans le 31 mai prochain. Et donc moi je m'occupe du fonds photographique pour lui et pour mon oncle. Et puis il y a ensuite des dissensions familiales qui font que c'est difficile de réunir le fonds. Alors, on va y revenir dans le détail. On verra qu'on y arrive quand même quand ce n'est pas le cas de figure idéal. Juste peut-être un mot sur votre maman, parce que c'est un cas de figure complètement différent et je trouve que c'est intéressant aussi. Elle est beaucoup moins connue. Donc, ma maman était la belle-fille d'Erwin Blumenfeld. Donc, elle a épousé son fils. Mon père, lui, est physicien. C'est beaucoup plus simple, les successions de physiciens, je vous assure. Et donc, ma maman, était son agent, en fait. Elle est devenue son agent à New York dans les années, fin des années 40, début des années 50, après avoir travaillé pour Vogue. Et elle-même, quand elle a eu des enfants, moi et mon frère, elle est devenue elle-même photographe portraitiste, photographe aussi de sujets de société, d'actualité. Et elle a travaillé entre 1960 et 1990 aux États-Unis et en France,
Donc tout son patrimoine photographique, lui, physiquement dans un même lieu, a été numérisé partiellement par Roger Violet, la Parisienne de photographie, avec qui j'étais rentrée en contact quand elle était encore vivante. Mais déjà, elle avait une démence, donc n'était plus tout à fait en capacité de s'occuper elle-même de son patrimoine. Et c'est eux qui gèrent pour nous. Voilà. Et donc, il y a plus organisé et plus anticipé. Un peu plus. Mais il reste que toutes les planches, ils n'ont numérisé qu'une très petite partie parce que la photographie, c'est quelque chose où il y a énormément d'objets. Voilà. Mais contrairement à la peinture, à la sculpture, ça prend moins de place. C'est ça. À votre gauche, Valérie Villégler, vous êtes secrétaire générale du comité scientifique du Fonds de dotation Villégler. Et là, on va voir un exemple, Valérie va vous raconter en quelques mots, mais c'est l'exemple contraire, c'est-à-dire c'est un peu, moi j'appelle ça la maison témoin, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail que vous avez fait du vivant de votre père, vous connaissez son œuvre, vous avez travaillé 30 ans avec lui, vous avez organisé un fonds de dotation, enfin je vous laisse raconter, mais c'est un peu l'exemple parfait, pour moi en tout cas. Alors on est parti effectivement sur de très bonnes bases, puisque même mon père avait toujours recensé ses œuvres. Donc moi, j'ai commencé à travailler avec lui en 89, parce qu'il avait acheté un ordinateur. Il avait l'idée de tout faire une base de données, donc on l'a fait. Mais on a malgré tout failli se trouver dans une situation terrible, parce qu'on n'avait pas anticipé les droits de succession. Et donc, en 2019, on n'avait rien, on n'avait pas de structure. Et on a rencontré un premier notaire, on a discuté avec d'autres personnes pour essayer de comprendre ce qu'il y aurait de mieux comme formule. Et donc, assez vite, on a pensé au fonds de dotation, qui n'a pas de but lucratif, donc ça correspondait mieux à son esprit. Et ce n'est que début 2021, quand on a donné on avait des comptes à faire, donc on a trouvé une comptable spécialisée. D'une part, qu'elle nous a dit que les statuts n'étaient pas bien faits, qu'on ne pouvait... La vente des œuvres n'était pas comprise dans ces statuts. Alors, bon, le patrimoine familial, c'est essentiellement les œuvres. Le reste, c'était pas très important. Et donc, on est allé voir, elle nous a envoyé chez un notaire qui connaissait bien les fonds de dotation, qui avait aidé à en créer plusieurs. Donc, il a tout de suite remis les statuts aux normes et il a proposé de faire un bilan de la situation. Et là, il nous a expliqué que dans la situation dans laquelle on était, on aurait des droits de succession énormes à payer. Moi, je m'étais figuré que si mon père décédait, on se désistait en faveur du fonds de dotation et ce serait réglé, mais ce n'était pas ça du tout. Donc, il a conseillé à mon père de faire une première donation et ensuite, par testament, de léguer tout le fonds d'atelier, les archives au fonds de dotation. Donc, c'est ce qui s'est fait et voilà, comme ça, on a sauvé l'œuvre un peu in extremis, quoi. Alors on voit que même quand c'est anticipé, que c'est organisé, c'est pas simple. Non. Et donc pour nous éclairer sur ces parties très juridiques, Hélène Dupin, donc vous êtes avocate spécialisée sur les questions artistiques. Je voulais citer le nom de votre cabinet qui s'appelle HDA Avocat. Et donc c'est ça, vous travaillez toute la journée uniquement sur des questions de succès, pas que de succession, j'imagine. Mais on ne travaille, c'est un cabinet, on travaille que sur les affaires artistiques. Dès qu'il y a des œuvres d'art, alors que vous soyez artiste ayant droit, institution, ou même des particuliers avec des collectionneurs, ou des gens qui ont seulement un tableau, souvent on vient en renfort, en tous les cas, sur les spécificités concernant tous les aspects de la vie artistique, effectivement, art visuel essentiellement.
Moi, je connais, alors je suis avocat depuis plusieurs décennies et j'ai fait aussi du droit de la famille et beaucoup d'autres matières, et toujours de la propriété artistique. Je viens aussi, dans mes origines familiales, j'ai aussi des aspects qui m'ont permis de connaître de très près catalogue raisonné, comité d'authentification, marché de l'art, etc. Donc, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite, donc maintenant je l'ai mis en œuvre à travers ce métier d'avocat qui me passionne. Et j'ai fini effectivement par supprimer toutes les autres matières pour rester concentré uniquement sur le droit de l'art. Alors, en ce qui concerne cet aspect des successions d'artistes éventuelles, enfin, dans les transmissions, que ce soit donation ou succession, à partir du moment où on a vu tout à l'heure qu'il y avait l'inventaire des œuvres, je voudrais revenir sur ce point parce qu'il n'y a pas que cela. Bien au-delà de ça, il faut faire vraiment la photographie et étudier l'intégralité de la situation de la personne en question. L'artiste par définition, mais ça peut être aussi parfois des collectionneurs, on a à peu près la même problématique, sans les droits d'auteur, mais sur les aspects des œuvres matérielles, on est à peu près dans la même situation. Et là, il est très important de regarder de très près la situation familiale, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec les régimes matrimoniaux, qui s'entend, qui ne s'entend pas, est-ce qu'il y a des enfants d'un premier lit, d'un deuxième, quel est l'entourage en fait de l'artiste. Ça, c'est un premier aspect. L'entourage, c'est assez important parce qu'on a vu que, je vais finir après de présenter Pauline, mais on a vu qu'on avait la question de l'entourage en termes matrimonial, c'est-à-dire est-ce qu'on est marié, remarié, combien on a d'enfants, de demi-enfants, etc. Mais il y a aussi la question de l'entourage au sens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de reprendre la suite de votre œuvre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui la connaît ? Ça, c'est aussi assez fondamental. Ça, c'est fondamental, effectivement, parce que poursuivre effectivement un travail d'archive, de valorisation d'une œuvre qui fera l'objet de la 3e table ronde, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent après vous. Alors, ça peut être des gens, des membres de la famille, qui changent de vie, changent de métier. Moi, j'en connais un certain nombre, qui sont venus pour 6 mois, ça fait 20 ans qu'ils s'occupent de l'œuvre de leur père, par exemple. Des gens qui, dans les familles, s'intéressent ou sont consacrés complètement à ça, comme l'a fait Mérette, qui est un excellent exemple, parce qu'effectivement, elle a poussé vraiment au maximum les compétences et le rayonnement de l'œuvre. Donc ça, c'est vraiment l'exemple type. Ça, je suis tout à fait admiratif, je ne le cache pas. Et là, il faut effectivement savoir qui va pouvoir être là, et c'est essentiel. Alors, si ce n'est pas quelqu'un de la famille, il faut aussi voir comment ça va s'organiser autour de cette personne, parce que ce n'est pas facile non plus. Et puis savoir s'il y a aussi d'autres amis, parce que travailler tout seul, c'est bien, mais travailler à plusieurs, c'est beaucoup mieux. Et qu'on a vraiment besoin d'un soutien quand on fait ce genre de choses. Donc ça, c'est très important de le regarder comme ça. Et la question financière. Et là, voilà. L'autre aspect, c'est l'aspect patrimonial. Valérie vous l'a dit, dans le patrimoine de son père, il y avait essentiellement les œuvres d'art. Et c'est là où il faut vraiment regarder, parce que quand on n'a que les œuvres, avec les droits qui y sont attachés, c'est bien, mais c'est compliqué. Très franchement, c'est compliqué. Quand on a un patrimoine qui est composé d'autres choses, d'immobilier, de biens bancaires ou autres, on sait qu'on a une manœuvre plus facile, notamment lorsque on doit désintéresser certains héritiers qui ne veulent pas de l'œuvre. Donc le pire, ce serait de leur donner quand même des œuvres, une partie des toiles, parce qu'il n'y a pas autre chose à leur donner et qu'il faut bien leur donner quelque chose. Moi, je connais des exemples où effectivement, il y a la moitié d'une succession d'artistes qui est dans un garage, au vent, à la pluie, plus ou moins, et que cette personne ne veut absolument, non seulement pas exploiter, mais pas confier à qui que ce soit d'autre. Elle a beaucoup souffert de sa situation familiale et elle enferme tout jusqu'à ce que les œuvres se détruisent d'elles-mêmes. Et ça, on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, sur le droit moral, on pourrait essayer, mais c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, il faut aussi, et ça aussi, c'est un élément essentiel, savoir quelles sont les intentions de l'artiste, vos intentions, ce que vous voulez faire de votre œuvre. Est-ce que vous voulez qu'elle reste entre des mains très très précises, précieuses de collectionneurs que vous connaissez déjà? Est-ce que vous voulez qu'elle soit dans les institutions les plus larges, certaines seulement? Est-ce que ça vous est complètement égal, parce que ça vient, mais vous ne seriez pas là? Donc ça, c'est aussi un autre aspect, mais parfois, c'est après moi le déluge. Donc là, ce sont les héritiers potentiels ou les enfants qui viennent et qui sonnent la sonnette d'alarme en disant « Oui, alors notre père, notre mère, ça leur est égal, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ?»
Donc et ça, c'est très important, de savoir, de continuer dans les solutions qu'on va rechercher, c'est continuer dans ce qu'a été l'artiste, dans son éthique, et c'est ce qui a été fait chez Chagall, qui est vraiment quelque chose... Il faut rester biologique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout transformer, et c'est plus facile de s'appuyer sur l'existant et respecter cet existant. Donc, quand on est soi-même un artiste, c'est très bien de pouvoir transmettre ses volontés, alors sous forme testamentaire, et ça on le verra, ou sous d'autres formes, ou d'avoir quelqu'un de confiance avec qui on a travaillé, ou même un assistant. Et c'est des gens comme ça qui peuvent recueillir oralement ou par écrit, ou institutionnellement dans les testaments, mais les volontés, les grands axes, parce que notamment dans la gestion du droit moral, on reviendra avec Pauline sur les droits d'auteur, mais sur la gestion du droit moral, c'est essentiel de respecter non pas ce que veut l'héritier ou le titulaire du droit moral, mais ce qu'a voulu l'artiste, et de rester dans sa philosophie et dans son éthique. Et c'est pour ça qu'il faut être imbibé, j'allais dire, de ça, et d'avoir des gens qui l'ont connu, des gens qui sont vraiment, qui connaissent l'œuvre et qui y tiennent, et qui vont aller dans le même sens, et qui ne vont pas aller dans le sens inverse de ce qu'a voulu l'artiste. Donc ça, c'est un élément essentiel pour le paysage. On verra les structures, mais peut-être que Pauline... Je finis juste le petit tour de table de présentation. Donc Pauline Gendreau, qui est à ma gauche, qui est juriste à la DAGP, qui va nous éclairer aussi de à quel moment et comment la DAGP intervient au moment du décès ou avant. Et peut-être juste nous dire votre spécialité en droit. Alors moi je suis juriste à la DAGP et je suis spécialisée en succession d'artistes. Donc je m'occupe de tout ce qui est succession à la DAGP quand un de nos membres décède ou quand un ayant droit décède. Et à la DAGP, on a l'avantage d'être en contact avec beaucoup d'artistes, mais également beaucoup de médiums. Et donc de pouvoir concentrer en fait toutes les interrogations que les artistes ou que les ayants droit se posent quant à justement l'optimisation de la succession. Que faire quand on a un fonds d'atelier qui est immense? Que faire de mes droits d'auteur quand j'ai des enfants, quand j'ai un conjoint, quand j'ai une famille recomposée? Qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire ou ne pas faire? Donc c'est pour ça qu'on recense pas mal de questions et qu'on fait beaucoup de conférences et de colloques à ce propos, justement pour vous aider à envisager en fait l'après et comment on gère une succession et surtout combien ça coûte et combien ça rapporte. Donc on est en contact étroit aussi avec des avocats et des notaires pour vous conseiller au mieux. Parce qu'en fait, ce qu'on se demande surtout dans une succession, c'est effectivement, est-ce qu'on va avoir beaucoup de fiscalité à payer? Est-ce qu'on peut faire des dispositions testamentaires pour optimiser justement cette fiscalité et éviter que nos héritiers justement aient énormément de fiscalité à payer? Ne pas justement leur donner la charge de la collection si jamais ils n'ont pas les moyens ou même l'envie de s'en occuper. Donc on pourrait imaginer toute une optimisation de la succession qui reposerait probablement sur des personnes morales, sur des autres entités qu'on pourrait créer, qui seraient gardiennes donc, de cette collection, qui sont donc par exemple les fondations, les fonds de dotation ou encore les associations. Et ça, ce sont des entités qui sont à ne pas prendre à la légère, ce sont surtout des optimisations patrimoniales, pas trop pour l'association, mais beaucoup pour la fondation et le fonds de dotation. Et aussi, ce sont des entités très, très importantes, mais alors très bien pour la première génération d'héritiers, on va dire pour la première génération d'administrateurs de ces fonds-là. Mais il faut aussi penser à la seconde génération et aussi à ce qu'on va apporter à ces fonds de dotation, à ces fondations, à ces associations. Les associations, par exemple, ne peuvent pas recevoir de legs, sauf cas exceptionnel. Donc ça, il faut y penser. Il y a également le fait de pouvoir apporter, par exemple, ces droits d'auteur à un fonds de dotation, une fondation ou une association. Et comment je fais? Est-ce que je fais une donation? Est-ce que je fais un testament? Comment rédiger mon testament? Comment mes droits d'auteur vont se transmettre à ces entités? Et également, est-ce qu'ils vont suivre la collection? Non. Alors, Pauline, voilà. n'allons pas trop vite, Oui, parce que pardon. déjà, moi, je suis perdue. Hein. C'est très, Oui. très compliqué. Donc, on va Désolée. prendre un peu, on va essayer de prendre les choses un petit peu dans l'ordre. Moi, je et vous on en va prie. revenir sur plein de sujets que vous avez évoqués qui sont importants, notamment des choses que j'ai découvertes. Moi, la question de la deuxième génération, déjà, on en est à se poser la question de la première, mais
faut penser à la deuxième. Mais je voudrais qu'on revienne quand même sur le diagnostic, encore un petit peu, parce que c'est finalement ce diagnostic qui va vous faire vous dire qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai ? Donc qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et comment je le fais ? Et notamment, pour rebondir sur ce que finissait de dire Hélène quand je lui ai coupé la parole, la question des volontés de l'artiste. Et je voudrais, Valérie, que vous nous apportiez votre témoignage là-dessus, parce que je crois que vous aviez, vous, les volontés de votre père, et que c'est quelque chose qui vous est utile tous les jours, que vous utilisez... Alors, oui, notre avocate avait conseillé à mon père d'écrire ses volontés concernant son œuvre, ce qu'il a fait. Et c'est vrai que c'est très important parce que déjà pour nous c'est un guide, donc ça concerne l'idée qu'il avait de la manière dont les œuvres devaient être exposées. Il a fait peu de sculptures, mais quand même quel tirage pouvait être fait. Qu'est-ce qu'on pouvait faire comme édition, sérigraphie, dans quel cadre. Donc déjà c'est important pour nous. Mais en plus de ça, c'est une défense vis-à-vis de personnes qui peuvent quelquefois être insistantes à vouloir faire des produits dérivés ou des choses qui conviennent pas et qui peuvent revenir à la charge. Là, quand on dit on a des volontés et qui sont déposées chez le notaire, il n'y a pas de discussion. Alors, il y a une première question que j'aurais pour vous, c'est est-ce qu'il faut absolument créer une structure pour avoir un comité d'authentification ? Est-ce que ça, c'est indispensable dans cette question qu'on se pose après de quel format on va faire ? L'authentification, c'est quand même un sujet annexe. Alors bon, c'est vrai qu'on peut aussi avoir tout un sujet là-dessus, mais faire un colloque sur l'authentification, ce qui a déjà été fait d'ailleurs sur le faux et la contrefaçon, donc on en a déjà abordé le sujet. Mais, pardon ? Ah pardon, voilà, comme ça, excusez-moi. Oui, le faux et la contrefaçon et l'authentification, c'est un sujet entier, mais quand on est un artiste, c'est vrai où il y a des faux et des contrefaçons qui circulent, où il n'y en a pas encore. Et peut-être aujourd'hui, dans la transmission du patrimoine, ce n'est pas la première exigence. Néanmoins, il faut garder effectivement dans l'optique qu'il soit possible de faire un comité pour la défense de l'œuvre et l'authentification des œuvres. Et là, on a besoin effectivement d'un lien très étroit avec les détenteurs des archives. C'est pour ça que tout à l'heure, dans l'intervention de la première table ronde, je disais qu'il était très très important de savoir ce qu'allaient devenir les archives et qu'il ne faut pas les séparer ni les éclater, ça c'est aussi important. C'est essentiellement ça qu'il ne faut pas éclater, parce que quand on est dans les artistes plasticiens, garder toutes les œuvres, garder une partie, oui, mais garder tout, on est là pour faire partager, et les œuvres sont là pour être partagées avec l'ensemble des gens, avec le public. Dans les fonds de photos, c'est un peu différent, parce qu'effectivement, c'est le cœur. Et il y a une confusion, en tout cas, de choses qui se recoupent entre l'œuvre elle-même et ce qui est l'archive, en théorie pour d'autres. Donc c'est un peu différent et c'est là où ça devient plus précieux et sur ce point, il peut avoir un traitement différent. Mais l'essentiel dans les archives, c'est ça, c'est pouvoir les mettre à la disposition. D'abord, on en a besoin pour le catalogue raisonné aussi, ça fait partie de la base. Et puis, pour l'authentification, donc il faut qu'il y ait un lien entre tout ça et un lien aussi avec les gens qui connaissent l'œuvre, qui l'ont suivi déjà du vivant de l'artiste, depuis très longtemps et qui ont déjà fait des travaux parce que ce sont des conservateurs, des critiques d'art, des auteurs de monographies et autres. On a vraiment besoin d'avoir tout le monde qui peut être dans un comité d'authentification, mais aussi pour la suite, pour maintenir la suite de l'œuvre et sa valorisation et sa diffusion. Donc ça revient aussi dans l'inventaire de ce qui se passe autour, à rechercher et à s'entourer et à regrouper les gens qui, même de façon un peu disparate, se sont intéressés à l'œuvre, mais qui sont vraiment le cœur ensuite du moteur. Parce que les œuvres, c'est très bien, mais sans les gens pour s'en occuper, parce que c'est un énorme travail, ça il faut en être conscient, c'est un très gros travail, ça coûte de l'argent, voilà, c'est pas un cadeau, j'allais dire, quelque part, c'en est un, mais ça oblige, et ça oblige beaucoup. Donc, c'est pour ça que l'anticipation, elle est quand même assez indispensable et d'avoir conscience aussi de ce qu'on transmet, qui est quand même à la fois un cadeau, moi je dirais, mais, oui, mais effectivement pas du tout qu'un cadeau. C'est un cadeau qui oblige vraiment, parce que c'est quelque chose qui est quand même très lourd, très difficile, qui demande du temps, qui demande des investissements.
Parce que garder des œuvres, les stocker, les inventorier, tout ça, c'est de l'argent. C'est du temps, c'est de l'argent. Alors c'est vrai que c'est formidable que la DAGP puisse offrir des aides et des bourses pour ça, mais il n'empêche qu'il faut vraiment que derrière tout se fasse. Et ça, c'est un très gros travail. Donc c'est ça sur la première chose. Ça, c'est la base. La base, c'est la base. Et tant qu'on n'a pas fait ce vrai travail, ça prend du temps de réfléchir, de collecter, de contacter les gens qui seraient susceptibles d'accepter des missions pour le présent et l'avenir, et puis réfléchir quand on le peut, à prendre aussi des gens qui soient jeunes, parce qu'il faut assurer la seconde génération, comme on le dit éventuellement. Et quand on a fait l'inventaire de tout ça, savoir si on a des moyens, même financiers, de le faire ou pas, quand on a collecté tout ça, alors il faut chercher ce qui va être le plus adapté, en tout cas essayer de se rapprocher de quelque chose adapté à chaque situation. Effectivement, Nathalie, vous disiez, c'est tout à fait spécifique pour chacun. Et ça prend du temps. Donc juste un insert pour ça, comme ça prend beaucoup de temps, on ne sait jamais ce qui arrive. Moi, je conseille que très vite, quand on commence à se pencher sur ce genre de choses, on fasse un testament, un premier testament, sous la forme holographe, par exemple, la plus simple, mais même en voyant un notaire de préférence pour ne pas faire de bêtises et qu'il soit valide. Alors ça, c'est très important. Parce que moi, ce que j'ai appris en travaillant sur la table ronde, c'est d'abord qu'il y avait une multitude de types de testaments. On ne va pas revenir dessus aujourd'hui parce que c'est vraiment trop compliqué et on irait trop loin. Mais qu'il y a une multitude de types de testaments et qu'un testament, ça ne s'écrit pas comme on écrirait nos dernières volontés. Et qu'effectivement, il y a des formulations, qu'on va arriver très vite sur la question des droits, enfin de qu'est-ce qu'on donne et de quoi on hérite, puisqu'on va voir que les différents droits ne sont pas concernés de la même manière. Donc ça, c'est votre premier conseil, on fait un testament ? Il faut faire un testament, en tout cas, avec les premières données que l'on a avant d'organiser les structures, pour pouvoir parer au plus pressé en cas de problème, en désignant un légataire universel, en prévoyant qu'éventuellement il y aura un fonds de dotation, et je vais y revenir parce qu'il peut être fait après, dans l'année du décès, donc ça laisse le temps de se dépêcher pour faire une structure, ça c'est aussi les aspects fiscaux, mais aussi pour prévoir, parce qu'effectivement dans les familles, lorsqu'il y a quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'œuvre du tout, c'est de répartir alors la maison de campagne à Simone qui n'aime pas la peinture et tout le fonds d'atelier à Georges qui lui est intéressé par l'œuvre. Ça c'est un exemple. Voilà. Ça peut être tout à fait des répartitions auxquelles il faut penser. Et puis aussi sur les situations familiales, il peut y avoir des personnes vulnérables. Et ça complique aussi, mais il faut en tenir compte absolument pour assurer leurs moyens de subsistance et une organisation qui en tient compte. C'est un cas particulier, mais malheureusement, ça se produit assez souvent. Et enfin, il y a un certain nombre d'aspects familiaux très intimes qui doivent être posés sur la table pour trouver les solutions. Et en attendant, il faut couvrir au maximum les choses avec un testament qui prend des dispositions assez larges et aussi qui, on le verra tout à l'heure, précise qui va gérer les droits d'auteur, les droits patrimoniaux, le droit de divulgation qui aujourd'hui a un rôle essentiel, notamment pour tout ce qui est œuvre posthume, puisqu'on n'est plus sur le droit de reproduction comme ça a été pendant très longtemps, mais depuis le 19, on est sur le droit moral et le droit de divulgation, alors qu'avant on considérait que le droit moral c'était quelque chose, quelqu'un qui va être bien placé pour pouvoir veiller au respect de l'œuvre et autres, mais aujourd'hui c'est cette personne-là qui peut décider de tirer des bronzes ou pas tirer des bronzes. Vous imaginez ce que ça peut, ça, ou même des gravures ou voilà. Donc ça, il y a tout cet aspect-là, et même dans les premières dispositions, pour savoir qui aura le droit de suite ou pas, enfin, il y a un certain nombre de choses à prendre de toute urgence, qui sont relativement simples, qui sont réitérées dans d'autres dispositions ultérieures quand on aura bien décortiqué la situation et trouvé la situation plus adaptée, mais qui déjà part au plus pressé, parce que c'est quand même l'essentiel. À vouloir trop bien faire, si on attend trop, parfois on se retrouve sans rien. Et c'est probablement ce qui s'est passé, dans des dispositions assez... Ouais, alors c'est ça. On peut peut-être revenir sur le témoignage de Nadia et peut-être se dire aussi qu'on va partir du degré zéro. C'est quand même qu'on se retrouve quand même parfois dans un cas de figure où on est dans un cas d'indivision organisée ou pas organisée et que rien n'a été anticipé et du coup qu'on arrive quand même à s'en sortir, mais comment on fait, quoi ? Est-ce que c'est possible ? Il y a deux solutions. Soit on fait rien et l'œuvre tombe en fait dans l'oubli, parce qu'on se rend compte que dès qu'on ne fait plus rien, il ne se passe rien. Il n'y a plus ni
ni intérêt, ni livre, ni musée, ni exposition, ni catalogue, ni site. Et voilà. Et donc, à un moment donné, la question se pose. Alors, effectivement, parmi membres de la famille, il se produit effectivement des disparités de moyens financiers. Et donc, ça, c'est un des points qui est important parce que les personnes qui n'ont pas du tout les finances pour ne vont pas pouvoir prendre en charge un patrimoine d'artistes, ni cataloguer, etc. Ça coûte de l'argent, même si la DAGP nous aide, merci. Donc il y a ça, il y a l'intérêt, il y a des personnes que ça intéresse et d'autres absolument pas. Et donc c'est vrai que, bon, voilà, c'est sans préjuger de la qualité des personnes par ailleurs, etc. Il y en a qui ne s'intéressent pas du tout à un patrimoine artistique, ni à le prendre en charge, et n'en veulent absolument pas. Et puis, à la chose qui vient en ligne de compte aussi, c'est que tant que ça n'a aucune valeur, que voilà, personne ne s'intéresse. Et dès que ça prend de la valeur, on commence à avoir des intérêts. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de mon grand-père. À son décès, ça n'avait pas de valeur. Et au moment où, justement, son assistante, qui avait les droits de disposition, a fait des lots et a dit à chacun des enfants, venez chercher vos photographies. Ah bah oui, bah tu peux les garder encore un peu. Nous, on n'est pas à New York, ça, on va pas venir les. Et ça a mis plusieurs années pour que les enfants viennent chercher leurs photographies. C'était votre père, les ayants droit. C'était les ayants droit de mon grand-père. Donc mon père, son frère. Alors mon père, nous vivions en Suisse à ce moment-là, donc ça nous a mis peut-être 3 ans avant de venir chercher les photos, qui sont restées d'ailleurs pour la plupart aux États-Unis. Ma tante, elle était sur place, donc je pense qu'elle est allée assez vite. Et mon oncle était en Angleterre, et lui aussi, ça lui a mis du temps. Et puis ça n'intéressait pas, parce que chacun a son métier et on fait d'autres choses. L'œuvre a été dispersée entre les trois, voilà, les trois enfants, et puis l'assistante qui avait les droits d'en disposer en a disposé pour elle-même. Ah oui. Voilà. Et alors, comment vous avez fait? Parce qu'il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien. Comment vous avez... Oui, il y a toujours peu de choses, mais il se trouve qu'on s'entend avec certains membres de la famille. Et ma mère avait beaucoup... Alors, ce qui était beaucoup plus clair dans le testament de mon grand-père, c'était justement les droits pour son livre, parce qu'il avait écrit une autobiographie. Et comme on sait, l'artiste, il s'intéresse à ce qu'il vient de faire, pas à ce qui est du passé. Donc la photo, pour lui, c'était un peu du passé. C'est resté dans l'atelier. Et par contre, le livre, donc ma mère s'était beaucoup acharnée à le faire publier à titre posthume, à faire paraître le premier livre de photographie à titre posthume également. Et puis j'ai un peu pris sa suite. Et j'avais appris évidemment avec elle, puisqu'elle était également photographe et qu'elle connaissait intimement l'œuvre, et aussi les dispositions d'esprit de mon grand-père. Comment gérer un peu, mais on fait bien sûr des bêtises. Il y avait la connaissance, en fait. Quand voilà. Il y avait la connaissance et maintenant, il n'y a que votre père qui est ayant droit, c'est ça? Non, pas du tout. Il y a mon père, et puis il y a mon cousin Germain. Donc, alors, je ne sais même pas s'il y a eu vraiment un... Bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est à chaque fois, chacun des enfants a eu 2 enfants. Et dans chacun de ces couples d'enfants, il y en a un qui s'intéresse à l'œuvre et l'autre pas. Et donc, il y a 3 ayants droit. Mon père, c'est toujours lui. C'est moi qui m'intéresse parmi les enfants. Et puis, il y a mon cousin Germain et une cousine Germaine. Voilà. Mais l'assistante a toujours une certaine emprise sur l'œuvre, puisque il y a 15 ans environ, et moi j'étais médecin, je ne faisais pas du tout ça, elle m'a envoyé tout son patrimoine couleur. Et j'ai fait un partenariat avec le musée Niepce à Chalon-sur-Saône et à Sylvain Besson, là, qui était j'avais fait un partenariat avec la ville de Chalon-sur-Saône, et ça avait permis donc de tout numériser, de reconstruire les couleurs et de faire des tirages pour les expositions uniquement. Donc on n'a pas vendu ces tirages, mais on les a exposés, et ça fait un peu le tour du monde, cette exposition. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir une photographe qui m'assiste et avec laquelle, Marianne Rosenstiel, qui est également à la DAGP, avec laquelle je fais une base de données très importante en collectant virtuellement toutes les numérisations de toutes les œuvres de tout le monde.
mais pas physiquement. Mais ça, aujourd'hui, le virtuel remplace un peu, puisque un musée peut regarder cette base et dire, dans une exposition, j'aimerais telle ou telle œuvre. Mais Nadia, vous n'avez pas créé de structure. De Non. fait, il n'y a pas de structure. De fait, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de structure. C'est le testament et Voilà. Et alors le testament, justement, Pauline, vous intervenez à un moment précis, c'est-à-dire qu'il faut que les choses soient, avant de venir voir la DAGP au moment d'une succession, il faut qu'il y ait des choses qui soient enregistrées. Alors, non, pas forcément, mais alors déjà, la DAGP, pour adhérer en tant qu'ayant droit, on demande un acte de notoriété. Et la plupart du temps, l'acte de notoriété est très bien rédigé en ce qui concerne la dévolution de la succession normale, donc le code civil, on va dire. Le notaire applique le code civil. Néanmoins, il y a souvent beaucoup d'interrogations en ce qui concerne le droit d'auteur. Parce que, en fait, il y a des dispositions spéciales dans le code de la propriété intellectuelle qui concernent la dévolution des droits d'auteur. Et par exemple, quand un auteur décède et qu'il institue un légataire universel, on a beaucoup de questions à se poser, notamment sur la dévolution du droit de suite. Donc le légataire universel, c'est vraiment la personne qui va recueillir toute la succession, et même au titre du Code civil, c'est vraiment la personne qui recueille tout, à charge de respecter la réserve des héritiers quand il y a des héritiers réservataires. Mais bon, le principe, c'est vraiment, on donne tout au légataire universel et on ne se pose pas trop de questions. Néanmoins, pour le droit de suite et aussi pour le droit de divulgation, qui est vraiment le droit moral... Est-ce que tout le monde est au carré sur droit de suite, droit de divulgation, tout va bien? Pardon. Peut-être qu'il faut faire un petit... Ok. Alors, piqûre de rappel. Vous avez les droits patrimoniaux d'un côté et de l'autre, vous avez les droits moraux. Les droits patrimoniaux... Alors, juste déjà, oui, ce qui est très important, si on reprend vraiment de là, même de reprendre avant les droits, enfin, peut-être que vous allez me dire que vous savez déjà tout ça, mais il y a d'un côté, déjà, vous allez donner l'œuvre physiquement, mais c'est pas parce que vous donnez l'œuvre que vous donnez les droits. Non. Voilà, je voulais qu'on reparte de ça. Et Effectivement. après, effectivement, vous expliquez les deux grandes familles de droits, droits moraux, droits patrimoniaux et... Effectivement. Vous avez la propriété matérielle de l'œuvre et vous avez la propriété intellectuelle de l'œuvre. Les deux ne se suivent pas. Donc, par exemple, dans un testament, quand un auteur dit bah voilà, je donne ma collection à X, ça ne veut pas dire que vous allez donner vos droits d'auteur à X, justement. Ce qui était très intéressant, il y a un exemple très parlant dans la table ronde que vous aviez organisée, qui était une robe de Sunadonné qui avait été donnée à un musée, et quelques années plus tard, le musée fait des travaux, il fait une communication sur une expo dans laquelle il y a la robe, et la presse utilise une photo. Sauf que le musée n'avait évidemment pas les droits de la photo, donc en fait, les ayants droit ont attaqué, etc. Oui, tout à fait. Donc là, ça peut poser des problèmes quand on ne connaît pas justement la grosse dichotomie entre propriété matérielle et propriété intellectuelle. Dans la propriété intellectuelle, il y a plein de choses, mais il y a notamment les droits d'auteur. Et les droits d'auteur, ils sont aussi divisés en deux parties. Vous avez les droits patrimoniaux et le droit moral. Le droit moral, c'est vraiment tout ce qui est lié à la personnalité de l'auteur. Le législateur a trouvé que l'auteur met tellement de personnalité dans son œuvre qu'il fallait donc respecter l'œuvre et donc la personnalité de l'artiste. Et ça, les droits moraux, ce sont vraiment des droits qui ne rapportent pas d'argent, à proprement parler, mais qui concernent vraiment l'intégrité de l'œuvre, le droit à la paternité, le droit de divulgation, tout ça. Et de l'autre côté, vous avez les droits patrimoniaux. Donc ceux-là, ils rapportent de l'argent. C'est tout ce qui est lié à l'exploitation de l'œuvre. Vous avez les droits de reproduction et représentation à côté. Donc c'est tout ce qui est le droit d'utiliser l'œuvre, la publier, l'exposer, la diffuser à la télé, je ne sais quoi. Et vous avez aussi le droit de suite. Le droit de suite, il est très particulier. C'est un pourcentage qui est donné à l'auteur ou à ses ayants droit pour la revente des œuvres sur le marché de l'art. Donc c'est vraiment une portion du prix de revente qui est donnée à l'auteur, en fait, pour participer un petit peu à sa cote sur le marché de l'art. Mais en fait, ce droit, il est très très particulier. Il a été codifié d'une certaine manière par le législateur pour que vraiment il reste dans la famille. Et de base, ce droit ne pouvait donc pas être légué par testament. Ça restait vraiment dans la famille. En 2016, le législateur a changé ça parce qu'on avait un problème justement avec les fondations qui avaient été désignées légataires universelles par des artistes. Donc elles avaient tout récupéré,
Mais comme on ne pouvait pas léguer le droit de suite, elle n'avait pas récupéré le droit de suite. Et souvent, c'est un droit qui est assez lucratif pour les artistes qui sont très bien cotés. Donc c'était un énorme manque à gagner pour les fondations qui n'étaient pas titulaires du droit de suite. Donc en 2016, on a changé ça. Néanmoins, l'article est très mal rédigé, ce qui fait que le légataire universel n'est toujours pas prioritaire pour recueillir le droit de suite. Donc il est important de savoir que le droit de suite, si on veut le léguer particulièrement à quelqu'un, il faut le mentionner dans le testament. Et on a ce problème-là, si on a un légataire universel, souvent l'acte de notoriété va dire, bon, il y a un légataire universel, il recueille toute la succession, et souvent, nous, on revient vers le notaire en disant, oui, mais quid du droit de suite ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Parce que nous, on a un problème. Normalement, ce sont les autres héritiers qui auraient dû récupérer le droit de suite. C'est pas le légataire universel, ou alors il faut faire des recherches complémentaires. Et souvent, on est coincé, parce que les recherches complémentaires, parfois l'artiste est décédé il y a bien longtemps, enfin avant 2016, et donc il faut reprendre tout un processus successoral qui a été clos, rechercher des héritiers, faire des recherches généalogiques, etc. Et tout ça, c'est très coûteux. Donc quand on anticipe sa succession, il faut absolument voir quels sont les droits d'auteur qu'on veut transmettre et quelles sont ses spécificités, parce que les notaires sont pas forcément spécialisés en droit d'auteur et donc vont parfois donner des conseils qui ne sont pas adaptés justement à la situation patrimoniale d'un artiste qui a besoin de transmettre ses droits d'auteur. Et ça vaut aussi pour le droit de divulgation qui est très très important. Donc, comme on le mentionnait pour les fonds posthumes par exemple, c'est le droit de divulgation qui va être concerné. Donc c'est vraiment le droit de mettre l'œuvre au public, etc., de la faire naître, quoi, de la dévoiler. Et ce droit, c'est pareil, le légataire universel n'est pas prioritaire pour l'avoir. En revanche, il aura tous les autres droits moraux. Donc ça fait vraiment un morcellement de la succession avec potentiellement plusieurs personnes qui vont avoir les droits moraux, qui vont décider justement de l'avenir de l'œuvre, etc. Et aussi, côté droits patrimoniaux, peut-être plusieurs personnes qui auront des droits et qui vont collecter les droits, etc. Donc, il faut bien unifier sa succession et y réfléchir en amont. Bon, alors, pas de panique, hein, on peut se faire accompagner de professionnels. Oui, tout à fait. Parce que là, on est tous un petit peu genre... Oui. Mais alors, est-ce que, par exemple, ça, Hélène, parce que c'était important de parler de ces questions de droit parce qu'elles sont extrêmement complexes et en fait, elles sont très inhérentes à ce qui va se passer derrière. Est-ce qu'elles interviennent aussi dans la question des structures ? Parce qu'on va peut-être rentrer aussi maintenant dans quelle structure, comment. Donc déjà, on a vu qu'on pouvait faire sans structure, que finalement, on est là pour parler de structure, mais qu'on peut faire sans. Mais après, il y a un certain nombre de structures. Est-ce que ça, on en tient compte ? Est-ce que cette question du droit, elle est aussi inhérente à la... C'est essentiel, même dans le choix des structures ou de l'absence de structure. Donc, si on part d'un cas où ça se passe très bien, même sans structure, on peut aussi avoir des cas d'indivision, puisqu'en fait, vous vivez une indivision sur l'œuvre, sur les droits, sans même vraisemblablement avoir très bien déterminé qui avait quoi, mais pour l'instant, ça marche, donc tant mieux. Mais on peut aussi, avant de faire une structure juridique un peu lourde, on peut faire un contrat d'indivision, en tout cas, une convention d'indivision pour se dire, bon, on est 3-4 héritiers, on est d'accord, bon alors, moi je veux rien faire, mais vous pouvez s'occuper de mes droits, je les confie à un tel, et on s'arrange, on s'organise, et on met tout ça sur le papier. Et là, on décide dans une convention d'indivision si elle est pour une durée déterminée, et c'est un maximum de 5 ans, mais c'est 5 ans fermes, parfois un peu renouvelables, mais c'est pas pour l'éternité, ou alors à durée indéterminée, et dans ces cas-là, on est parti pour plus longtemps, mais le jour où on n'est pas d'accord, il faut faire un partage. Et dans ces indivisions, on peut avoir, suivant le patrimoine qui est transmis, des œuvres ou pas d'œuvres, parce que parfois on n'en a pas, mais par contre, on a les droits à gérer, ou alors des œuvres et les droits, et on peut déterminer de façon assez libre comment la quote-part de chacun, parce que si on explique qu'il y en a un qui a 1/8 et les autres ont Ça se fait où chez le notaire ? Alors, c'est pas obligatoirement, ça se fait par un écrit, ce n'est pas obligatoirement fait par un notaire. S'il y a un immeuble dans le partage, il faut un notaire, mais sinon, il faut le choisir si on en a envie. Alors, Samuel Augier qui intervient, qui était sur la première table ronde et qui est lui notaire. Si c'est pas les mêmes quotités pour chacun, c'est une donation indirecte.
Non, c'est simplement, c'est en gestion, c'est la gestion de l'indivision. En disant, on va gérer ensemble 50 tableaux, il y en a un quart de ces 50 tableaux appartiennent à Pierre, l'autre tiers à Paul, et le troisième tiers à Simone. Bon, et à partir de là, on va gérer ça ensemble, et ici, dans les droits, ils les répartissent chacun avec sa quote-part. Mais si vous voulez que ce soit très très bien fait, vous allez voir un notaire, mais qui sait le faire. Alors, bon, Et qui n'oublie pas les droits d'auteur, et qui connaît aussi comment on organise les droits incorporels, etc. Et les attributs du droit moral qui ont évolué dans le temps, effectivement, avec le droit de divulgation. Aussi. Parce qu'il y a la jurisprudence qui a changé les choses, en fait, c'est ça. On était, pour revenir à ça, maintenant le tribut du droit de divulgation, avant faire des bronzes ou des lithos, ça relevait de l'usufruit du conjoint survivant, par exemple. Ça relevait d'une partie de du droit patrimonial, et ça pouvait mettre seulement le conjoint qui avait un usufruit, c'est-à-dire qui devait pouvoir en percevoir les fruits, qui décidait s'il faisait des tirages ou pas, ce qui était une prérogative énorme. Et puis, dans un contentieux, effectivement, entre la belle-mère et les enfants, elle faisait des tirages à outrance, et puis les enfants disent, mais nous, on a la nue propriété, c'est-à-dire le fond du droit, mais quand on va récupérer nos droits, on n'aura plus de tirage possible parce qu'elle aura fait les 8 exemplaires plus 4, et qu'à partir de là, on ne pourra plus faire des œuvres originales. C'est là où il a été dit par la Cour de cassation, en 2019, que ce droit de tirage des bronzes ne relevait pas du droit de reproduction, ce qu'on pratiquait depuis des lustres, mais du droit moral. Et à partir de là, on a dit, le droit moral, c'est pas le respect, c'est pas le droit à la paternité, c'est quoi ? C'est la divulgation, parce qu'on crée par un tirage une œuvre nouvelle. Et le droit de divulgation, il a aussi un intérêt extrêmement fort, c'est lorsque vous avez un fonds d'atelier important. Parce que quand les œuvres ne sont pas sorties de l'atelier ou simplement déposées ailleurs, mais si l'auteur n'a pas volontairement décidé de les livrer au public, donc d'exercer lui-même son droit de divulgation, pour certains auteurs, c'est de mettre la signature, par exemple, ou un certain nombre de choses. Il y a des œuvres qui sont inachevées, etc. Et c'est le titulaire du droit de divulgation qui va dire ce qui va advenir du fonds d'atelier. Et c'est une prérogative extrêmement forte, parce que ça peut être de ne rien sortir, de rien divulguer au public, ou de considérer que certaines œuvres sont achevées et divulgables, exercer le droit de divulgation, et pas d'autres. On a des contentieux importants chez Entaille, par exemple, sur ce type de choses. Donc c'est vraiment une prérogative extrêmement importante. Et la dévolution, si vous n'en parlez pas non plus spécifiquement dans le testament, alors on a une dévolution qui est très particulière, puisque c'est l'exécuteur testamentaire qui va décider, et puis ensuite les descendants, et puis ensuite le conjoint, et puis les autres héritiers éventuellement, et in fine le légataire universel. Donc on est complètement à l'inverse de ce qu'on croit banalement, et même quand on est notaire, sans connaître ce genre de choses. Donc c'est très délicat de savoir et de pouvoir effectivement décider de qui va faire quoi. Et puis après, si on devait aborder la seconde génération, ça c'est un sujet qu'on a, parce que sur ce terrain-là, la transmission du droit moral, c'est quand même très particulier. Comme ce n'est pas un droit patrimonial, est-ce qu'on peut en disposer sans avoir le soutien des autres droits patrimoniaux, mais tout seul? C'est discuté aujourd'hui. On n'est pas sûr de la solution. Donc on a intérêt à trouver des solutions qui actuellement vous donnent les meilleures chances que ça aboutisse. Ben, voilà. Mais bon, toujours avec un aléa, ce qui est quand même un peu dommage, parce que c'est des sujets quand même anciens. Mais non, on n'a pas de solution planifiée, on n'a rien de sûr. Et en ce qui concerne effectivement l'exécuteur testamentaire, on sait que c'est une mission personnelle, intuitée personnelle, et que normalement, il ne peut pas désigner celui qui va exercer le droit de divulgation après lui. Et comme c'est un attribut du droit moral, c'est perpétuel, donc il faut essayer de savoir ce qui va se passer après la première génération. Alors parfois, on peut le faire, et ce qu'on essaye de faire pour pallier à ça, c'est que dans le testament, l'artiste dit, le droit de divulgation va être expressément exercé par un tel, qui choisira lui-même son successeur, et ainsi de suite. Donc après, ça se suit comme ça. Ou alors, ça reviendra ensuite à mes héritiers du sang, ou voilà. On peut trouver des solutions, mais c'est une des solutions possibles, c'est que sur la deuxième génération, on résolve le problème autant que faire se peut, sans une vraie grande sécurité juridique, mais en tous les cas, on essaye, et on aura l'intention, au moins, même s'il y a des discussions de validité
du testament, ça laissera quand même l'intention de l'artiste sur la suite, effectivement, de confier à des gens qui connaissent l'œuvre, ou celui qui en a vendu le plus, ou celui qui en collectionne le plus. Enfin, on peut inventer toutes sortes de choses, mais en tous les cas, il faut donner une suite pour pouvoir être sûr qu'il se passe quelque chose après. Alors Hélène, avant que vous continuiez, j'aimerais bien avoir une réaction peut-être concrète de Nadia et de Valérie sur cette question de qu'est-ce qui va se passer après vous peut-être, qui vous occupez aujourd'hui des fonds. Est-ce que vous avez anticipé ce qui va se passer pour la prochaine génération ? Non, pas encore. Alors on a un comité scientifique qui est quand même assez impliqué, avec des personnes de toute génération. Donc, j'espère que s'il y avait un problème rapidement, ça s'organiserait. Mais c'est une chose qui me trotte dans la tête quand même. Et si les œuvres sont dans le fond, c'est déjà une chose, c'est-à-dire oui. Le patrimoine est sauvegardé. Après, c'est qui s'en occupe, c'est une des questions qui est importante, mais ce n'est pas la même préoccupation que de savoir après qui aura les œuvres, les archives et autres. Il y a déjà une sécurité relative dans le temps, c'est qui va être dans le fond, qui va vous remplacer physiquement et dans le travail. Ça, c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet qui est ça, on va fort heureusement... Voilà. On va laisser Nadia réagir, mais... On va en venir aux structures parce qu'elles protègent effectivement tout ça. C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. C'est sûr que la génération d'après, qui et dans quel type de... Parce que on voit différents cas de figure de fonds de dotation aussi. Il y a des partenariats avec des musées ou des institutions. Et par exemple, Marc Ribou, Musée Guimet. Et ça, c'est un peu idéal. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe spécifiquement de l'œuvre de Marc Ribou, qui est au Musée Guimet, et il s'occupe de l'œuvre et ils en font quelque chose. Parce que moi, j'ai vu aussi des enterrements de première classe avec... voilà. On peut donner l'œuvre même à un musée, même à une bibliothèque, etc. Et bon, je ne vais pas donner les institutions, mais j'ai connu des exemples de patrimoine et j'ai plus jamais vu d'exposition de cet artiste, plus jamais. Et l'œuvre avait été donnée. Donc, ouais, réflexion, voilà. Alors, une manière quand même aussi effectivement de protéger, de continuer à protéger, de les protéger sur plusieurs générations, c'est effectivement de créer une structure. Fondation, fonds de dotation, c'est quand même les deux structures qui sont les plus fréquemment... On peut parler des associations aussi. Enfin, je veux dire, il y a trois possibilités. Les associations, les fonds de dotation et les fondations. On est par petits véhicules moyens et la grosse artillerie avec la fondation. Et ça, il y a des solutions différentes et ça dépend effectivement du patrimoine et de ce que l'on transmet. Néanmoins, il y a toujours quelque chose qui est important, c'est quand on sait s'il y a un patrimoine à transmettre ou pas, on a l'impact de la fiscalité et de la matérialité des choses, et ça a aussi une influence importante dans le choix des structures. Si on choisit l'association, il faut savoir que l'association, elle est très bien pour gérer les droits patrimoniaux et le droit moral, par exemple, comme le comité scientifique, ou un comité d'authentification qui peut être sous forme d'association, avec des gens intéressés qui se cooptent, les plus jeunes, parce qu'ils connaissent l'œuvre, ils deviennent référents sur un certain nombre de choses et ils ont un certain pouvoir. Par contre, ils peuvent avoir les archives, parce que ça, c'est facile à transmettre à une association. Donc on peut mettre dans une association le savoir, les archives, mais pas un patrimoine important d'œuvres, puisque c'est une structure à but non lucratif et qu'il va falloir aussi trouver comment l'alimenter, ce qui n'est pas très facile. Ouais, elle a quand même aussi un autre intérêt, elle peut recevoir des subventions. Du coup, alors non, pas les associations, elles ne peuvent pas recevoir de subventions, mais par contre, certaines, ça dépend lesquelles, mais elles peuvent recevoir des dons manuels, donc ça on peut aider, on peut envoyer des chèques, ça marche. Et on peut aussi donner une œuvre, par exemple, qui sera vendue par l'association pour payer ses travaux, etc. Mais il y a maintenant, depuis quelques années, la possibilité pour les associations qui ont déjà plus de 3 ans d'ancienneté, qui demeurent à but non lucratif, mais qui demandent un agrément à la préfecture pour pouvoir recevoir des dons et legs.
Et ça se demande effectivement avant même de recevoir quoi que ce soit. Et vous verrez que ça se rapproche d'autre chose en ce qui concerne les fonds de dotation. Mais ça peut effectivement être une possibilité. Moi, j'en connais pas pour l'instant qui ait pratiqué ça. Parce qu'effectivement, c'est quand même un peu gênant. C'est une autorisation qui est pour 5 ans. Et puis tout ce que vous avez mis dans une association, ça y reste. Sauf à ce que le patrimoine soit transmis ultérieurement à un autre organisme à but non lucratif. Donc il faut penser le jour où il n'y a plus effectivement personne pour s'en occuper. Enfin, il y a un certain nombre de choses dans cet esprit-là. Donc il faut aussi voir plus loin, le jour où il n'y a plus personne qui veut assumer la structure. C'est aussi une problématique. Donc peut-être pour gérer un patrimoine, l'association, ça ne me paraît pas ce qu'il y a de mieux. Mais par contre, effectivement, pour les droits, les authentifications et le savoir et les archives, oui. Alors ensuite, on a l'autre possibilité, celle qui a un avantage fiscal considérable, enfin les deux, la fondation et le fonds de dotation. Mais le fonds de dotation, ça a un avantage intéressant parce que dans certaines conditions, c'est la théorie, mais il faut le vérifier, je vais vous expliquer pourquoi. Il peut recevoir des dons et legs, et ça par testament, c'est assez bien. On peut déjà faire des donations de son vivant avec réserve d'usufruit, c'est-à-dire vous gardez la maîtrise d'exposer les œuvres vous-même, etc. Mais la nue propriété a été donnée au fonds de dotation, comme à des personnes physiques ou à vos enfants. Vous pouvez faire ça aussi, c'est-à-dire que quand on prévoit les donations, c'est très intéressant de dissocier l'usufruit et la nue propriété, parce que vous gardez la jouissance de tout. C'est une quote-part qui est calculée fiscalement par rapport à votre âge, donc vous ne payez pas sur 100%, mais sur 60 ou 70%. Dans le cadre des donations, vous pouvez faire des évaluations avec des commissaires-priseurs qui connaissent aussi les évaluations que l'on fait pour ce type d'acte, et pas n'importe quoi. Je ne vise personne, mais effectivement, ça c'est important. Et puis, ça peut être fait petit à petit. Donc, c'est aussi ça qui est important, parce que, en ce qui concerne les donations à un fonds de dotation, par exemple, vous pouvez obtenir une disposition, c'est-à-dire d'avoir un avoir fiscal et même de bénéficier d'une dispense de droits de mutation. Alors les droits de mutation, c'est les droits de donation ou les droits de succession. Et si vous n'avez pas ça, le fonds de dotation ou tous les tiers qui recevraient des œuvres paieraient 60% de droits. Ça vous mange absolument toute la partie intéressante, ça vous êtes obligé de sacrifier plus que la moitié de l'œuvre, mais 60%, ce qui est colossal. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce soit par legs ou par donation, si vous donnez un fonds de dotation où vous vous assurez, je vais vous dire comment, de ne pas payer de droits de mutation, vous avez quand même des frais de notaire, parce que ça se passe par acte notarié, et que là, il y a quand même les émoluments du notaire. Et suivant le patrimoine, il ne râle pas. et suivant le patrimoine que vous transmettez, ça peut quand même être une somme importante. Donc ça, il faut y penser en tout cas. Qu'est-ce que soient les structures, elles nécessitent une organisation, un suivi, des comptes, de rendre des comptes à la préfecture, que ce soit même les associations où c'est un peu plus léger, mais quand même, il y a des frais de fonctionnement, il ne faut pas l'oublier. Et puis les fonds de dotation, il faut déjà avoir une dotation initiale de 15 000 €, et ensuite, il va falloir avoir un commissaire aux comptes, si vous avez des dotations de plus d'1 million d'euros, mais sinon, de toute façon, un expert comptable. Il faut trouver des membres des conseils d'administration qui vont être au sein de ce fonds de dotation et qui doivent avoir un rapport étroit avec l'œuvre ou avec des capacités professionnelles pour vous aider, parce qu'effectivement, c'est une structure où le fondateur ou les fondateurs choisissent les membres et déterminent ensuite comment on va trouver d'autres membres qui sont toujours des administrateurs. Donc sur ce point, c'est quelque chose où il faut vraiment réfléchir. Alors, je peux vous en parler parce que la théorie, je la connais, mais la pratique aussi. Parce que j'ai monté pour des artistes qui n'avaient pas d'enfants et dont ils ne voulaient pas que leurs héritiers, neveux et autres s'occupent de l'œuvre, et qui avaient un patrimoine relativement important, qui était composé de 2 œuvres assez importantes, avec beaucoup d'œuvres au pluriel, mais aussi les ateliers et des moyens bancaires. Et en fait, ils ont décidé de faire un fonds de dotation. Ils ont travaillé la question. Alors, il y a eu le Covid, donc ça a mis un peu de temps. Mais en choisissant les gens qui sont dans le fonds,
Donc il y a un ayant droit d'un autre très grand artiste qui connaît comment on valorise les œuvres, comment on traite tout ça. Il y a un banquier, il y a un conservateur, il y a un libraire qui connaissait très bien et qui connaît l'œuvre et qui connaît aussi la diffusion. Et puis il y avait la personne qui a travaillé avec eux pendant 20 ans et qui, lui, pouvait s'occuper de l'œuvre, continuer à plein temps, donc c'était formidable. Le seul inconvénient, c'est que s'il était membre du fonds, il ne pouvait pas être rémunéré. Parce qu'aucun des membres du conseil d'administration ne peut être rémunéré, ni directement, ni indirectement. Moi, je suis dans ce fonds, et j'ai été obligé de prendre la présidence, effectivement, dans la répartition pour raison des uns et des autres. Donc maintenant, je sais comment on pratique. Et ce que je sais aussi, c'est que mon cabinet, qui a travaillé pour ces artistes, ne peut plus aujourd'hui toucher d'honoraires. Donc, c'est pro bono complet. Et ça, il faut le savoir, parce que si vous annoncez aux gens, ah oui, fonds de dotation, formidable, je veux bien faire des trucs, mais attention, on ne peut rien percevoir du fonds de dotation. Donc, c'est la manière d'avoir Hélène comme avocate gratuitement, c'est vous créer un fonds de dotation et vous la nommez. C'est fini, parce que c'est un boulot tellement énorme que je ne suis pas prête de recommencer. Ouais. Et alors, là-dessus, Hélène, parce que donc il y a le fonds de dotation et il y a la fondation. On sait que c'est beaucoup plus compliqué une fondation, je ne sais même pas si on va en parler, ça a à peu près les mêmes fonctions, mais effectivement, c'est beaucoup plus compliqué à monter, même si on met en place une fondation qui est abritée par la Fondation de France, etc. On a une tutelle d'État, en plus, il y a ça, il y a tout ça, mais c'est plus lourd. Il faut avoir 1,5 million d'entrées et pas 15 000. Déjà, la somme est vraiment pas la même. Voilà. Et puis, on a une tutelle d'État avec la représentation d'État et tout ça, c'est extrêmement lourd. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le fonds d'attention, moi, je me suis retrouvée aussi face à une petite fondation qui est passée de fondation d'ailleurs à fonds de dotation. C'est plus maniable, on est quand même très libre. Et la somme, 15 000 euros, n'est pas... bon voilà, alors elle paraît peut-être énorme à certaines et à certains d'entre vous, mais elle est quand même beaucoup plus accessible que celle de la Fondation. Oui. Et concrètement, Valérie, je voudrais savoir pourquoi vous aviez choisi un fonds de dotation, justement, et pas une fondation. Une fondation, c'était vraiment beaucoup trop lourd. Donc tout le monde nous a orientés tout de suite vers le fonds de dotation. Donc, au départ, on avait un petit peu parlé d'une société civile, mais bon, on s'est vite rendu compte que c'était pas l'esprit, c'était pas ça qu'on voulait. Non, il n'y avait pas d'autres possibilités. Alors les sociétés, justement, Hélène, parce que ça c'est une solution qu'on n'a pas abordée, mais qui existe aussi. Oui, alors pour les sociétés, moi je connais des indivisions d'enfants d'artistes qui gèrent, alors pas les œuvres, hein, parce qu'ils ont chacun, il y avait un partage, ils ont chacun leur œuvre, mais par contre, ils ont une société civile avec un gérant, parce que ça aussi, ça fait partie des choses. Dans les indivisions aussi, on peut désigner un gérant. Il y a un des enfants qui dirige tout pour les autres, et qui, au sein de cette société, ça permet de décider des droits ou de pouvoir donner des optiques en disant, ben voilà, là, il se passe ça, maintenant, on va faire ci, ou cette année, on va vendre tant d'œuvres. L'un qui dit, ben moi, j'aimerais vendre une de mes œuvres, alors la société, elle va chercher à vendre, ils ont un galeriste, mais au moins, ça sert, en fait, d'organisation d'indivision. C'est une ouverture pour une organisation d'indivision. On en connaît d'autres, Samuel, avec société civile, avec le patrimoine artistique dedans. Voilà. Parce que ça leur permet aussi de vendre des œuvres. Alors, moi, je connais aussi des sociétés qui sont des sociétés commerciales, mais c'est plutôt des collectionneurs qui ont choisi cette formule-là, alors ça pourrait être pour les artistes, parce qu'ils vendent et ils rachètent, ils vendent, ils rachètent. Donc, au lieu d'être comme les ayants droit, souvent en disant « Oh là là, il ne faut pas que je vende plus d'une œuvre, 2 ou 3 par an, très peu », à partir du moment où on veut être complètement libre, il vaut mieux avoir une structure commerciale. Le seul problème, c'est que quand vous transmettez un patrimoine comme ça à une structure commerciale, ou même une SCI, vous devez payer des droits de mutation. Et les seuls organismes pour lesquels vous ne payez pas de droits de mutation, ce sont les fonds de dotation ou les fondations. Et pour les fonds de dotation, il faut qu'ils restent à but non lucratif. Mais comme le fonds de dotation, c'est quelque chose qu'on utilise pour les artistes et les patrimoines artistiques, mais ce n'est pas fait pour ça. Le fonds de dotation, à l'origine, c'est fait pour collecter de l'argent ou des biens immobiliers, enfin des biens qui rapportent. Et ensuite, on fait des actions à but non lucratif, culturelles, scientifiques, philanthropiques, avec les revenus.
Mais une œuvre d'un artiste, ça coûte de l'argent, mais ça n'en rapporte pas, très peu en tout cas. Alors il faut peut-être arriver à inclure le droit de suite, quand là il y a vraiment de l'argent, des droits de reproduction qui rapportent beaucoup, mais dans ces cas-là, c'est que vous avez une œuvre très grande et que vous avez besoin des gens qui font l'inventaire, qui gèrent, qui font documentalistes, voilà, un catalogue raisonné et autres. Et ça coûte beaucoup d'argent, donc on a vraiment cette problématique. Quand vous mettez des œuvres dans un fonds de dotation, il faut prévoir que la dotation soit consomptible, c'est-à-dire qu'on ait droit de vendre des œuvres qui sont dedans. Et là, à ce moment-là, vous avez un régime fiscal qui est à l'IS, mais pour être prudent, parce que si vous mettez le patrimoine dedans, en donation ou en legs, il faut être sûr que vous ne serez pas rattrapé par la patrouille. La patrouille, c'est le fisc, parce que c'est cher et ils ont vraiment beaucoup besoin d'argent. Ils ont tendance, parce que s'ils mettent la main sur un fonds de dotation et qu'ils démontrent que vous n'avez pas les critères exacts, alors ils vous ponctionnent tout à 60%. C'est la régalade plus les pénalités. Vous avez plus vous repartez, vous êtes déshabillé, vous n'avez plus qu'à fermer, c'est sûr. Donc ça, pour être prudent, il faut donc mettre du temps parce qu'il faut faire un rescrit. C'est-à-dire, le rescrit, c'est une procédure fiscale qui permet d'interroger l'administration fiscale avec des éléments extrêmement précis. Alors que vous faites un fonds, vous faites un projet de statut, tout ça, et puis vous les déposez, vous dites, voilà, est-ce que je corresponds à l'article 200 et 238 du code du CGI, de façon à pouvoir donner que vos donateurs, que vous ne soyez pas à vous bénéficier de la dispense de droit de mutation, et également que les gens qui vous donnent de l'argent, qui que ce soit, puissent avoir des déductions fiscales dans leurs impôts sur le revenu ou dans l'impôt sur les sociétés pour les entreprises. Donc tout ça, ça marche avec. Mais comme ce genre de bénéfice, c'est vrai que le Trésor public n'a pas très envie de le donner à tout le monde, il vaut mieux, par prudence, avoir les statuts et à interroger pour avoir un rescrit qui va engager l'administration fiscale. Parce qu'ensuite, vous pouvez essayer de discuter, ah ben non, ça va pas, alors qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je modifie, ça vous va comme ça, c'est discuter, ça prend du temps, faut rester relax, tout ça, parce qu'ils répondent ou ils répondent pas, hein, bon, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment une priorité quand vous voulez transférer un patrimoine, parce que sinon, ça risque d'être une vraie catastrophe. Voilà. Donc ça, c'est une des prudences. Mais si vous arrivez à faire tout ça, le fonds de dotation, s'il a un peu des moyens, parce que effectivement, ça coûte un peu d'argent et pour recueillir les œuvres, et ensuite les stocker, les entretenir, faire le catalogue raisonné, faire un comité scientifique, avoir un conseil d'investissement, parce que c'est obligatoire au-delà d'1 million d'euros, tout ça. Ça se gère, et avoir des gens qui travaillent sur l'œuvre. Et je pense que ça, ce sera aussi le sujet de la 3e table ronde, parce qu'une fois qu'on a tout ça, c'est très bien, c'est transmis, mais il faut que ça vive. Mais alors ça, c'est un vrai... Enfin, en même temps, en vous écoutant, je me dis c'est un vrai plaidoyer pour les avocats et les notaires, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on ne sera jamais capable de s'en sortir tout seul et qu'il faut absolument des professionnels. Mais bon, alors je voudrais qu'on ouvre un petit peu au public, mais avant d'ouvrir au public, il y a un artiste qui est Alain Sniers qui est dans la salle, qui s'était dit qu'il fallait retravailler avec la DAGP sur ces questions de succession et notamment d'ateliers qui pourraient disparaître, et qui a mené une petite enquête dans son coin, qui en a parlé et qui a essayé un peu de voir un peu quelles étaient les différentes situations. Et Alain, viens si tu veux, viens sur scène et raconte-nous. Oui, Alain Sniers, artiste. Déjà, l'année dernière, au moment de l'Assemblée générale, j'avais pointé en question comme ça très ouverte la gestion, l'avenir des fonds d'atelier. Parce qu'on parle beaucoup d'éléments juridiques, de mode d'emploi, mais je considérais que c'était déjà la 2e étape. La première étape étant, l'artiste décède, qu'est-ce qui se passe ? Alors du coup, quand j'ai lancé cette idée, qui d'ailleurs résonne avec la DAGP qui fait un travail extrêmement précis d'accompagnement et d'information sur ces questions-là, c'est pas encore arrivé dans toutes les chaumières d'artistes, il y a encore du travail de diffusion. Et beaucoup d'artistes, du coup, suite à cette histoire-là, m'ont interrogé, m'ont parlé, et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit peu un tour de piste, voir, écouter un peu la rumeur du fond des ateliers. Et j'ai interrogé, comme ça, de façon très aléatoire, absolument pas scientifique, une 50aine d'artistes que je connais, comme ça, un peu au hasard, d'ayant droit pour voir un peu comment ils voient ça.
En gros, j'ai été très bien reçu dans cette question-là. Et c'était vraiment très, très éclairant sur le paysage, puisque très vite, presque tous sont mis à me parler. Ils avaient envie de parler, et j'ai trouvé ça inattendu de ma part, parce que je pensais avoir des réponses un peu techniques, mais c'était beaucoup plus un cri du cœur, une expression de grande inquiétude, sur lequel je reviendrai dans une seconde, un besoin de parole. Moi, je n'avais pas de proposition, pas de solution à proposer, évidemment, je suis un écoutant. Et cette parole du fonds d'atelier est aussi l'expression d'une grande majorité d'artistes qui n'ont pas forcément une œuvre répertoriée, revue dans les musées. C'est quand même le gros de la troupe. Nous sommes tous les fantassins de cette grande armée de l'ombre des artistes. Ils sont inquiets pour plusieurs raisons. J'ai fait un peu une petite synthèse. Ils sont, d'abord, deux m'ont refusé de parler. Je dis, tu ne me dis pas. En fait, j'ai compris, comme pour les autres, c'était une question sans réponse. Pour beaucoup, on dit, ah, je ne sais pas. Je ne me pose pas la question. Et j'étais quand même étonné du déni pour beaucoup. Mais moi-même, je suis dans une certaine forme de déni parce que je n'ai pas les réponses. Je vois mon stock, je vois mes archives. Et je vois aussi chez les copains qui ne sont plus là, les ateliers avec les veuves et les enfants, quand il y en a, extrêmement perplexes. Donc, et cette question-là trouble beaucoup d'artistes, à la fois parce qu'ils ne savent pas comment faire, ils ont, certains d'entre eux, pas d'enfants directs, ils n'ont aussi pas confiance dans certains de leurs enfants. Ça aussi, ça m'est revenu très souvent. Ils disent, oui, mais mon fils, il s'en fiche, ou ma femme ou mon mari veut se débarrasser de tout ça. On m'a évidemment raconté ce que vous avez tous entendu, des cas d'ateliers qui ont disparu chez des brocanteurs, voire dans la benne. On a cité quelques exemples. C'est assez courant, ces choses-là. Donc il y a vraiment cette inquiétude. Mais aussi cette inquiétude, elle cache autre chose. Elle cache peut-être de se reconnaître, d'avouer, ou de s'avouer, ou de ne pas vouloir s'avouer, l'insuffisance de la reconnaissance institutionnelle, historique et autres. Et c'est la crainte de dire, mon œuvre, sur laquelle j'ai travaillé pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, après tout, ça n'intéresse personne. Et c'est aussi l'inquiétude de ne pas avoir dans les ayants droit, dans les héritiers, des gens compétents et autres. Ça aussi, c'est une source d'inquiétude qui m'est beaucoup revenue, c'est de dire, mes enfants pourraient faire quelque chose, mais comment ? Comment faire ? Comment s'adresser ? Où aller ? Et ça, c'est aussi un élément de l'inquiétude. Je passe sur le côté immobilier, l'atelier qu'il faut vider parce que c'est une location, ou c'est la veuve ou le veuf qui ne veut plus tout ça, qui doit vendre la maison. Donc là aussi, c'est des lieux de perdition. Donc c'est très, 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 très obsédant. En plus, ce que j'ai recueilli et que j'ai entendu, et que tout le monde peut s'en douter, c'est beaucoup de mythes, beaucoup de légendes, de la part des ayants droit, voire des artistes. Alors, je ne fais pas le catalogue, on les devine, c'est... Effectivement, vous avez évoqué, on fera une fondation, ou bien j'ai les échos, le musée de la ville va accepter, parce que j'ai habité dans cette ville pendant tant d'années, c'est naturel que le musée municipal va prendre l'œuvre de mon mari, ou de mon père, ou de ma mère, ou tout ce que l'on veut. Il y a aussi le mythe du marché qui va exploser. Donc il y a tout ça. Et là, après, je ne vais pas raconter tout ce qu'on m'a rapporté, vous devinez à peu près la couleur, qui est ce trouble, cette inquiétude, et aussi cette méconnaissance. Vous avez, à juste titre, exposé un ensemble de propositions, de modes d'emploi, et là, c'est très bien le travail qui est fait, mais il n'est pas encore arrivé partout, c'est qu'il y a encore du chemin pour lever aussi tous ces mythes. Et puis, évidemment, quelques-uns ont des propositions, plus ou moins réalistes ou fantaisistes. Créer une banque de données, des collections. L'inventaire est aussi une chose qui revient. Et là, je note dans tout ça une évolution, une sensibilisation plus accrue. D'ailleurs, le travail que fait la DAGP, puis espèce de rumeur. Certains me disent, il y a 10 ans, on ne se posait pas autant de questions. Alors c'est vrai qu'on vieillit depuis, mais il y a... C'est vrai, je vous assure. Et donc cette question de l'inventaire est essentielle. Mais alors, on félicite la DAGP pour la bourse. On m'en parle beaucoup de la bourse. Mais on me dit qu'elle est 6 000 €, c'est bien. D'autres disent que c'est pas assez. D'autres disent que c'est trop. Il faudrait la couper en deux pour qu'il y ait plus de bénéficiaires. Donc ça, c'est vrai. On me dit aussi, c'est bien l'aide informatique, mais on me rappelle que peut-être que dans 10 ans, quand il faudra, ou 15 ans, lire l'inventaire, est-ce qu'on pourra avoir l'appareil qui va permettre de lire l'informatique ?
On me dit qu'historiquement, les inventaires, les notaires le savent bien, c'était des documents papier qui sont très stables. Un carnet, un bloc-notes fait aussi un bon inventaire. Enfin voilà, je ne vais pas être plus long parce que je vais laisser la parole à d'autres, mais j'ai trouvé intéressant de faire un peu cette photographie très aléatoire, ni sociologique, je ne suis pas la Hélène Moulin des fonds d'atelier, pour pouvoir un peu comprendre pour tout ça. Mais j'attire vraiment l'attention qu'il y a une méconnaissance réelle, et pas ici, parce qu'ici c'est quand même un public relativement averti. Il y a une inquiétude financière, vous l'avez évoqué. J'ai encore eu au téléphone deux héritiers d'artistes qui disent « Oui, mais nous, on a les moyens de payer les avocats et les notaires. » Je vais les citer, c'est la succession Ben, là ils ont la grosse artillerie, ou c'est la succession Quaco. Les deux frères me disent nous on est quand même du bon côté parce qu'on peut payer le système juridique, etc. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'on connaît aussi des artistes dans nos provinces qui ont une œuvre honorable, qu'on a vu un petit peu, mais qui n'ont pas les moyens, surtout leurs veuves ou leurs veufs, pour payer les choses, et puis tout ça peut disparaître. Au fond, peut-être la leçon de tout ça, c'est à quoi bon? La vanité n'est peut-être plus notre truc. Voilà. Merci Alain, ouais, merci. Mais effectivement, c'est assez récent ces questions et on voit qu'on est peu armé et qu'effectivement la question budgétaire, elle est quand même le nerf de la guerre. Mais bon, je pense qu'anticiper, c'est pas mal quand même. Si on doit retenir quelque chose, en tout cas moi, des 2 premières tables rondes, c'est anticiper et du coup, faut vous en préoccuper quand on est encore vivant, ce qui est un peu bizarre. Mais est-ce que vous avez des questions? Moi, je voudrais juste dire une chose pour conclure, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle du tout. Et surtout, c'est du bricolage. On fait vraiment ce qu'on peut avec tout ce qu'on a sur la table. Mais il faudrait, alors ça c'est encore une utopie, mais un rêve, ce serait justement à propos de ces fonds d'atelier ou des problèmes spécifiques des artistes, que ce soit fonds de dotation ou une structure, quelque chose qui soit facilité pour recueillir les fonds d'artistes. Ça, ce serait vraiment... Alors, c'est un travail qui doit être fait auprès du ministère, de Bercy et autres, mais c'est vraiment, quand on voit les fonds d'atelier, tous les artistes, si on faisait un recensement, une interrogation, Marianne, c'est pas que je regarde, sur le site de la DAGP pour savoir qui a cette problématique de fonds d'atelier, on aurait des milliers de... Enfin, je veux dire... Voilà. Sauf que comme c'est que des cas particuliers et que tout le monde n'est pas dans la même situation, ni de notoriété... À Saint-Étienne. Ils en ont 70 en gestion. C'est autogéré par l'immobilier. Ils les conservent aussi, c'est-à-dire que les œuvres sont physiquement... Et ils peuvent en vendre. La fondation des fonds d'atelier, ça s'appelle, en Suisse, à Saint-Étienne. Alors c'est vrai que c'est plus facile de faire des fondations en Suisse qu'en France. Ça c'est un peu... tout. Donc c'est aussi ça, mais c'est vrai que pour la France, il faudrait travailler, faire vraiment un lobby là-dessus pour répondre aux besoins, parce que en fin de compte, déjà si vous avez la chance d'avoir encore des œuvres, d'avoir des archives et d'avoir des gens qui veulent bien s'en occuper, qu'au moins vous ne soyez pas embêtés avec l'administratif, quoi. Parce que c'est vrai que c'est des usines à gaz, on va vous montrer. On essaye de faire le plus simple possible, mais même nous, on n'a pas les vrais bons outils. Je veux dire, moi, je veux bien faire le profil idéal de la boîte qui pourrait effectivement recueillir des fonds divers, etc., sans que ce soit quelque chose de trop compliqué. Parce que sinon, pour l'instant, c'est ça. Et ça, c'est l'avenir. Enfin, je veux dire, avoir quelque chose comme ça qui pourrait recueillir, ou alors qui réponde... les propositions de l'interroger. Bon, voilà, mais c'est Est-ce que vous avez des questions? Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous dites très bien. À l'heure actuelle, il y a... Je vais totalement dans votre sens, mais je voulais juste préciser qu'à l'heure actuelle, il y a 3 fonds publics d'archives, l'IMEC, les archives de la critique d'art aussi, et la bibliothèque Tondiski. C'est pas assez, en effet. Et cela... il faut le considérer parallèlement au développement du marché des archives, qui s'est fait à peu près autour des années 2010. Et aujourd'hui, c'est absolument considérable. Donc les choses changent. Et là, il y a en effet, je suis assez d'accord avec vous, il y a une sorte de lobbying à faire pour considérer ces questions-là d'une manière... voilà. Parce que quand, tu vois Alain, quand tu disais qu'est-ce qu'on fait... quand, voilà, un artiste, pour les ayants droit, qu'est-ce qu'on fait?
est-ce qu'on doit tout? Il y en a qui se disent, voilà, il faut se libérer de tout ou pas. Et en réalité, je suis quasiment persuadée qu'il ne faut rien jeter. Absolument rien jeter. Bon, après, il faut se débrouiller avec ça. Ouais, mais il faut rien jeter. Clairement. Voilà. Bon, je laisse la parole à d'autres questions. Oui. Est-ce que... Je parle ou quoi? Oui, bonsoir. Je voulais savoir si il existait, je parle à Pauline, un testament type à la DAGP. Alors, non. En effet, dans lequel on peut fouiller un peu. Alors, la DAGP, nous, on a un service juridique qui est capable de répondre aux questions que vous vous posez, notamment sur votre succession. Mais en ce qui concerne vraiment la rédaction des testaments, vaut mieux aller voir un notaire spécialisé, qui saura vous dire vraiment ce que vous devez mettre dans votre testament, et notamment parce que chaque famille est différente et chaque succession est différente. Et donc il faut pouvoir adapter aussi vos dispositions testamentaires à votre situation personnelle. Et qu'un testament type, c'est impossible de le faire. Et en plus, on n'a pas la prétention de pouvoir le faire, ou du moins, on n'est pas forcément qualifié pour le faire. C'est aussi des questions différentes. On peut vous appeler pour vous poser des questions. Tout à fait. Et je pense qu'effectivement, déjà faire un premier testament sans notaire, ne serait-ce que le geste. Oui. Je voudrais une précision sur les associations. Alors, elle est très bien en plus. Oui. Avant de passer à une autre question, bonsoir. Il y a ce guide qui existe déjà, qui est le guide de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le droit des successions d'artistes, que vous trouvez à l'extérieur, qui est également disponible sur notre site internet, et qui déjà, en tout cas, récapitule, parce qu'on parlait tout à l'heure de la complexité de ce qui a été évoqué aujourd'hui, qui déjà met sur papier et structure bien les différentes options. C'est déjà un petit... un petit outil pour vous y reporter, réfléchir sur cette base à ce que vous souhaitez avant d'aller consulter un notaire. Quand on parle de notaire ou d'avocat, je me permets juste d'insister, c'est comme lorsqu'on parle d'un médecin. Si on a mal aux yeux, on ne va pas aller voir un podologue. Et c'est vraiment, pardon, si vous devez retenir une chose aujourd'hui, c'est que dans les professionnels du droit, eh bien, chacun sa discipline. Et connaître le droit immobilier, connaître le droit du travail, c'est pas pour ça que vous êtes opérationnel en matière de droit du marché de l'art ou de droit des successions. Donc vous, si vous êtes artiste, prenez vraiment attention au fait de savoir si le notaire ou l'avocat que vous avez face à vous connaît bien cette matière-là, parce que le droit est tellement immense que vous risquez d'avoir face à vous quelqu'un qui semble être compétent, mais qui peut avoir des grandes lacunes qui ensuite peuvent poser problème. Et l'autre chose, avant de repasser la parole à la salle, à la DAGP, ça n'a pas été évoqué, et je ne voudrais pas que vous partiez sans que ce soit mentionné. On a déjà vu, dans les testaments notamment d'artistes, des dévolutions de droits d'auteur qui accompagnent les œuvres matérielles. Tout à l'heure, Pauline a très justement précisé qu'il y a la propriété matérielle d'un côté, la propriété intellectuelle de l'autre. C'est une excellente mauvaise idée que de dire, entre Pierre, Paul, Jacques, les trois enfants, dans ton exemple Hélène, chacun va prendre un tiers des œuvres, et puis les droits qui sont sur ces œuvres suivront le sort des œuvres. Parce que c'est pour nous impossible absolument à gérer. Déjà, les œuvres, elles vont pouvoir être vendues. Et d'un côté, du coup, il y aura dissociation entre la propriété matérielle et intellectuelle, ce qui est la norme. Mais surtout que nous, à DAGP, nous ne saurons pas gérer ça, parce que dans la multiplicité des modes de diffusion des œuvres que nous avons, nous n'avons pas toujours le titre exact des œuvres qui est projeté à la télé ou qui est sur un site internet. Et donc, on aura des difficultés au fait de savoir à quel héritier reverser ça. Donc, en tout cas, concernant le droit d'auteur, il faut absolument rester tout à fait unis, et en fonction de l'acte de notoriété, eh bien, nous reverserons à chacun sa quote-part. Mais ce n'est pas attaché à une œuvre en particulier, mais on saura que tel enfant a 33%, tel autre 25%, etc. etc. Voilà, ça c'est très très important pour la gestion des droits par la DAGP.
Je repasse la parole à la salle. Oui, est-ce que je peux... Pardon, juste une petite précision. Les émoluments de notaire sont tarifés par le Code de commerce. C'est-à-dire que vous alliez voir un notaire à Paris, Brest, Lyon ou Marseille, c'est le même prix. Sachez que le coût pour un testament holographe, c'est 30,29 € que prend un notaire. Si un notaire vous demande une somme supérieure, il doit vous faire approuver au préalable le coût supérieur qu'il vous donne. Voilà. Ça, c'est pour le testament holographe. Et pour le testament authentique, c'est-à-dire reçu par 2 notaires, donc ça a une force un peu plus importante, notamment pour les gens qui ne savent pas écrire ou qui sont un peu fatigués, là, le coût est de 265 €. Voilà. Ce que je vais vous dire, c'est ne vous privez pas d'aller voir un notaire pour un conseil sur un testament, parce que le coût, par rapport à l'importance de l'acte, est relativement modique. Voilà, c'est juste. Oui, non, je reviens sur les associations. Si j'ai bien compris, si une association est créée, elle peut recevoir des œuvres d'artistes, être vendue, mais le montant de la vente sert au fonctionnement de l'association. C'est bien ça? Pas tout à fait, vraiment. Oui, oui, dites-moi. Non, c'est un peu problématique. Ça peut être tout à fait occasionnel, hein, oui. d'un don manuel d'une œuvre et c'est vendu. Ouais. Mais vous ne pouvez pas répéter ça. Il faut que ça reste à but non lucratif. Je croyais qu'il y avait un montant qu'il ne fallait pas dépasser. C'est pas une question de montant, c'est une question de fréquence de l'opération. Il faut que ce soit occasionnel et que ça couvre les besoins d'activités non lucratives. Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est-à-dire la vente de l'œuvre revient à l'association exclusivement et ça sert au fonctionnement de l'association, ce qui peut permettre de restaurer des œuvres, par exemple. Si elle a des œuvres, effectivement. Oui, oui. Mais ça, c'est pour les associations simples. Oui, qui ne, oui. Qui loi 1901, loi 1901, voilà. à but non lucratif. Voilà, déclarées, mais pas reconnues d'utilité publique. Voilà, déclarées, donc elles peuvent recevoir quand même des œuvres. Oui, mais pas beaucoup. Et puis après, ça reste... c'est une question de... Oui, ça reste, et ça doit être occasionnel comme opération. Oui. Sur les associations, en fait, en général, pour en avoir une, c'est que votre partie, vous pouvez vendre des choses avec votre association, mais il faut que cette partie-là reste de toute façon tout le temps ultra minoritaire par rapport à la partie à but non lucratif. Oui, ça peut permettre de faire vivre l'association. Oui, alors moi j'ai une question. Je suis l'ayant droit unique de mon père qui est décédé en 1959. C'est un corpus qui est identifié, que j'ai inventorié, photographié, etc. J'avais 2 questions. La première, c'est le droit moral. Est-ce qu'il est transmissible? C'est-à-dire que maintenant, on va se poser ma succession avec ce corpus à des neveux ou autres qui ne sont pas des descendants du père. C'est d'un autre mariage de ma mère, etc. Donc, le droit moral, est-il transmissible? Est-ce que je peux le transmettre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, dans ce corpus, il y a une œuvre collective qui a été réalisée dans un espace, qui a été une commande publique, enfin une commande de la Caisse des dépôts et consignations dans les années 50, et qui se trouve dans un immeuble gigantesque à Neuilly. Et en fait, il s'agit d'un bassin dont mon père a réalisé les plans, le motif, etc. Et ça a été réalisé par un mosaïste dont je n'ai plus la trace. C'est signé, le bassin est signé, et ce bassin est en train de se détériorer, les tesselles s'en vont, etc. Et le syndic de l'immeuble me demande comment on fait pour entretenir ce bassin, sachant que des devis ont été faits, qui sont très onéreux, et le syndic ne veut pas s'occuper de l'entretien de ce bassin. Moi, je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une œuvre collective comme ça? Voilà. Et d'abord, le droit moral. Alors, sur la question du droit moral, oui, c'est transmissible. Que ce soit par testament ou sans testament. Après, si c'est sans testament, ce sera forcément à vos héritiers subséquents. Donc, je ne sais pas, là, en l'occurrence, si vous n'avez que des neveux, ce sera vos neveux. Mais après, vous pouvez librement en disposer par testament si vous souhaitez que d'autres personnes soient après titulaires du droit moral. Toujours avec l'alerte sur le droit de divulgation, qui a vraiment une méthode de transmission particulière. Et après, en ce qui concerne le bassin, il faut voir, en fait, le propriétaire a quand même une obligation d'entretien, mais ça dépend de ce qui a été conclu dans le contrat de commande à la base.
Et normalement, en tant que titulaire d'une fraction, au moins je ne sais pas trop quel est le statut de cette œuvre, donc après ça va être à déterminer après, mais en tant que titulaire d'une partie du droit moral de cette œuvre, vous seriez en mesure de demander à faire respecter justement l'intégrité de l'œuvre et le fait qu'elle ne se détériore pas, et vous pourriez justement obliger le propriétaire à le faire. Voilà. Et l'autre artiste, alors il faut voir le statut de l'œuvre, vraiment qui... Non, mais la défense du droit moral, vous pouvez le faire seul. Hein. Oui. Pardon, excusez-moi, je voudrais intervenir. Je suis Florence de Pontonera, déléguée générale du syndicat des sculpteurs. Or là, il s'agit typiquement d'une œuvre d'un 1%. Et 1%, si vous voulez, c'est la ville, la commande, le commanditaire qui a commandé cette commande qui doit l'entretenir. Et c'est un droit. Ce n'est pas du tout néo-syndic d'une personne. C'est la personne qui a passé la commande du 1%. Il y a eu un concours à 1%. Et ça, apparemment, c'est typiquement une œuvre d'un 1%. Voilà. Il y a 60 ans, là, 1%, c'est 61 ans, le 1%. Alors, est-ce que c'est avant 61 ans? Calculer, je suis moins bonne que vous en maths. Enfin, 61. En tous les cas, tout ce qui était commandé par le 1%, commande publique 1%. Voilà. Bah, ici, certainement. Alors, je suis vraiment au regret, parce que ce sujet est passionnant, on pourrait y passer 2 jours. Vous annoncer que nous prenons la dernière question. C'est le côté cruel de la DAGP. On est rarement comme ça, mais... Oui, une question, pâtez-vous. Ça y est, j'ai gagné. Donc je suis ayant droit d'une artiste peintre qui a fait des 1%. C'est pas une question tellement, c'est faire part de mon expérience très rapidement, le bilan est assez négatif parce que les collectivités publiques, quand on leur pose la question, ah, c'est pas nous, c'est le maire d'avant. Faites un procès, on verra bien. Donc, on est désarmé, même juridiquement, parce que ce sont des procédures très coûteuses et très longues qui se font auprès des juridictions de droit public. Voilà. C'est même plus compliqué que ça. C'est tout ce que malheureusement... Le droit moral, c'est devant le tribunal judiciaire. Et si vous faites la remise en place, vous avez les dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire et la remise en l'état devant le tribunal administratif. Bonjour. Oui, ben, précisément. Malheureusement, vous c'est confirmez ce que n'importe je dis. quoi. Il y a un autre cas de figure qui est le cas des mosaïques, je le connais très bien. Elles sont recouvertes, quand elles ne sont pas au fond d'un bassin, elles sont sur un pignon. Avec les obligations environnementales, elles sont recouvertes d'une isolation thermique, c'est logique, souvent sur des bâtiments publics. Là aussi, je pense qu'on n'est pas très bien placé pour réclamer la réapparition de la mosaïque en question, même si elle était très belle. Voilà, je vous laisse avec les mauvaises nouvelles. Merci beaucoup. Je dois vous donner une petite consigne de sécurité avant de détacher votre ceinture. Ceux qui donc ne sont pas inscrits à la 3e table ronde, malheureusement, ils doivent laisser leur place pour ceux qui arrivent, puisque c'est complet. Et voilà, je voulais vous remercier infiniment pour la participation à cette table ronde.